Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Qui n'a jamais entendu dire en Bretagne: oh, bah moi de mon temps, on n'avait pas tout ça à Noël, hein. C'était une orange, un petit gésier en sucre, et c'est tout. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une fête qui est de saison, Noël ou Nédelec en breton. Mais on va surtout voir comment est-ce que nos anciens fêtaient Noël en Bretagne et quelles étaient les traditions. Bonjour dans chaque vote bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour regarder cette vidéo, installez-vous confortablement, enveloppez-vous dans une grosse couverture et préparez-vous un chocolatum pour passer ce petit moment avec moi. Tout d'abord, bon vous le savez certainement, mais ici on est sur une chaîne où à la base on apprend le breton. Donc nous allons voir l'étymologie du mot Nédelec qui veut dire Noël en breton. La première trace écrite du mot Nédelec est dans le Catholicon, le premier dictionnaire trilingue du monde qui était en breton, en français et en latin. Il a été rédigé en 1464 par Jehan Lacadec. Nédelec vient du latin natalicia, qui signifie le jour de la naissance. On se doute un peu de qui. Et d'ailleurs, dans les autres langues celtiques comme le gallois, le cornique et l'irlandais, on va retrouver ces mots qui ont également le sens de jour de la naissance. Et non, je ne vais pas m'aventurer à prononcer ces mots puisque je ne parle aucune de ces trois langues. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité de premier choix qui va nous donner la prononciation galloise de Noël. Nadolig. Et cela donnera Nadelec. en cornique et Nolig. en irlandais. Et pour dire Noël, on pouvait bien sûr entendre le mot Noël, comme c'est le cas dans le célèbre cantique mondialement connu Quand a Noël. Et nous les Bretons, on n'avait pas attendu l'arrivée du petit Jésus pour fêter quelque chose le 25 décembre. Car bien avant le IVe siècle, date à laquelle l'Église institua la fête de Noël, le 25 décembre était fêté par les Celtes qui célébraient Mithra, le dieu solaire. Chez les Celtes, on célébrait la fête de Yule et le solstice d'hiver le 21 décembre. On assistait alors à la renaissance du soleil et d'une nouvelle vie. Yule est l'époque de la nuit la plus longue et du jour le plus court de l'année. Les Celtes avaient aussi leur arbre de Noël qu'ils dédiaient au jour de renaissance du soleil. Et ils appelaient cet arbre l'arbre de l'enfantement. Tiens. Dans le mot réveillon, il y a le mot veillée. Et la veillée de Noël, c'était un peu la reine des veillées. Pendant cette soirée, avant d'aller à la messe de minuit, la Bretagne étant une terre profondément catholique, on filait, on fabriquait des paniers, on s'affairait aux petits travaux de la maison, et aussi on faisait des provisions de chandelles dont on avait besoin jusqu'à la fin de l'hiver. Et si je vous dis bûche de Noël? Ah, je sais à quoi vous pensez. Et c'est certainement à cette bonne grosse bûche au chocolat qu'on s'enfile en dessert pendant les fêtes, alors qu'on est quand même déjà gavé comme des oies. Eh bien, figurez-vous qu'autrefois, la bûche de Noël était une bûche de bois, souvent de chêne, d'être ou d'orme, ou de n'importe quel bois qui se consumait lentement. Pour les plus pauvres, il pouvait s'agir d'une souche abandonnée au bord d'un talus. Et pour les insulaires et les gens de la côte, il pouvait s'agir, comme à l'habitude, de bousses de vache et de goémons séchés, comme c'était le cas par exemple à Groix. Ces bouzelles, ces galettes étaient séchées sur les façades des maisons dès qu'il y avait un petit brin de soleil, l'île ne possédant que très peu d'arbres. En pays bretonnant, cette bûche était tantôt appelée Kef Nédelec, Toussaint Nédelec en Vantais et Étuenne en pays pourlette. Et pour le galop, on la nommait Tréfeu. Le temps de la combustion de cette bûche variait en fonction des endroits, mais cela pouvait durer de 3 à 9 jours. La bûche était aspergée d'eau bénite et de sel avant d'être brûlée. La combustion devait durer. Mais son rôle était surtout de chauffer la veillée de Noël après la messe.
Dans le Trégor, on disait que la bûche était allumée pour que la Vierge Marie puisse réchauffer l'enfant Jésus qui avait eu froid dans la crèche ouverte au vent. On recueillait les braises car elles avaient des vertus médicinales, mais on prétendait aussi qu'elles protégeaient des serpents et qu'elles purifiaient l'eau de pluie. En pays bigoudin, on rallumait cette bûche à chaque fois qu'il y avait un orage et on était alors assuré d'être protégé. Le plus souvent, on ne gardait qu'un tison qu'on plaçait sous le lit clos ou sur l'armoire. Ce morceau de bois était une sorte de protection contre le mauvais sort. À la fin de la veillée, les invités pouvaient parfois repartir chez eux avec un sabot plein de ces braises fétiches, ce qui leur permettait d'allumer le feu à leur retour chez eux. Pour aller à la messe de minuit, nos ancêtres parcouraient parfois plusieurs kilomètres de nuit, par tous les temps, sur les chemins boueux de Bretagne, en chantant des cantiques de Noël. Il y a toujours des messes de minuit en Bretagne de nos jours, c'est sûr, mais moins. Et les traditions ont quelque peu changé. Maintenant, on mange avant cette messe, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Et cette messe peut durer jusqu'à 1h30. Alors qu'avant, les gens ne mangeaient pas le 24, ou très peu. Beaucoup ne prenaient seulement que quelques crêpes le midi et le soir, une soupe de lait. Les animaux aussi jeûnaient, mais le soir, ils avaient le droit à une double ration de nourriture. C'était un peu leur réveillon à eux. En Bretagne, la messe de minuit s'appelle Pelchantende, la plus lointaine du jour. Un dicton disait d'ailleurs « Pelgendu, blavez et-tu » en français, messe de minuit noir, année du blé noir. Bien sûr, on célébrait la messe en breton, puis en français par la suite. On chantait aussi des cantiques en breton. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les cantiques, selon Wikipédia, les cantiques sont des chants sacrés populaires en langue bretonne, chantés à l'occasion des messes, des pardons, en Basse-Bretagne. La messe de minuit est annoncée par les cloches. Et de nombreuses croyances et légendes fleurissaient lorsque la messe commençait. Par exemple, on disait que les feux du purgatoire s'éteignaient pendant la durée de la messe. Ou encore que celui ou celle qui mourait à minuit, la nuit de Noël, allait tout droit au ciel. Lorsque sonnaient les 12 coups de minuit, on pouvait voir des menhirs sortir de terre pour aller boire l'eau des sources. Et passer les 12 coups de minuit, ils retournaient chez eux tranquillement. Mais aussi dans le Morbihan, pendant la messe, l'encou venait faire un petit tour en désignant du doigt celles et ceux qui devaient mourir dans l'année. Pour voir l'encou, il fallait avoir fait tout un rituel. C'est-à-dire qu'il fallait avoir jeûné la veille, toute la journée, et ce jusqu'à la levée de 9 étoiles au ciel. Et tenir pendant toute la messe l'index de la main droite dans le bénitier au bas de l'église. Ah bah fallait tout donner pour avoir la chance de voir l'encou en personne, hein. Et une des légendes les plus connues est probablement celle de la ville d'Is, qui ressurgirait de sous la mer aux 12 coups de minuit. Et si une personne vivante assistait à la résurgence de la ville d'Is, les commerçants d'Is lui proposaient quelque chose à acheter. Et si cette personne achetait ce quelque chose, la ville d'Is ressurgissait définitivement et pour toujours des flots. Les animaux aussi avaient le don de parole pendant la messe de minuit. Ils pouvaient alors gorzailler entre eux. Et ceci pouvait même indiquer le lieu d'un trésor. Il y avait aussi bien sûr la crèche, souvent très modeste et plus récemment faite de poupées en costume breton plantées dans la mousse. Et puis évidemment, on mettait aussi le petit Jésus en place à minuit. Alors après la messe, on pouvait enfin manger. Mais autant vous dire que comme la Bretagne était une région très rurale et assez pauvre, le repas de Noël n'était pas aussi copieux qu'il l'est maintenant. Mais alors qu'est-ce qu'on mangeait pour fêter la Noël? À certains endroits, les enfants chantaient pour recevoir quelques sous, ou des friandises. Chantons Noël, pour une pomme, pour une poire, pour un petit coup de cidre à boire. Oui, le cidre était souvent bien meilleur à boire que l'eau.
Dans les familles qui s'en sortaient pas trop mal, on pouvait manger une soupe au lard, des saucisses ou encore du boudin. Ou bien sûr aussi un kick à farce dans les endroits où cela se faisait. Mais la nourriture la plus traditionnelle pour fêter Noël était souvent un mets sucré, un quign, un gâteau. Et comme pour les prononciations du breton, ces gâteaux variaient en fonction des endroits. Dans le Morbihan par exemple, où on cultivait beaucoup de blé noir et d'orge, on fabriquait et on mangeait exceptionnellement du pain blanc pour Noël. À Caudan, on faisait du bar à mèche ou du barabonimat qui se mangeait souvent couvert de miel. À Pluvigné, la tourte de pain blanc devait durer de Noël jusqu'à l'Épiphanie. En parlant de l'Épiphanie, de la fête des rois, on façonnait des quiniu roanteles. Ils possédaient chacun une fève et celui ou celle qui avait la fève devait payer ce gâteau. En Pays Bigoudin, à Pont-l'Abbé, on confectionnait aussi des miches où on plaçait un pois à l'intérieur de ce quigné de lec. Ces gâteaux en revanche étaient mangés avant la messe de minuit et on pouvait même en apporter un petit bout pour la route. Dans les fermes du Pays de Vaud, on cuisait des pains de bénédiction et on les distribuait aux mendiants qui étaient alors très nombreux sur les chemins de Bretagne. À Guingamp et dans les environs, les enfants pauvres quignaouaient, c'est-à-dire qu'ils allaient demander du gâteau. Avant en Bretagne, il n'y avait évidemment pas une profusion de cadeaux comme cela peut être le cas maintenant. Les petits enfants sages devaient souvent se contenter de pas grand-chose dans leurs sabots ou dans leurs souliers. Au pied de l'arbre, déjà s'il y en avait un. Les plus chanceux avaient le droit à un petit Jésus en sucre et parfois même à une pomme ou à une pomme d'orange qu'on appelait aussi pomme du paradis qu'on ne mangeait qu'à cette occasion. C'était un mets exceptionnel. Une autre pomme, la pomme de pin, était aussi employée par les gens pauvres pour fabriquer des jouets à leurs enfants. Ils y mettaient 4 pattes, une tête, et on pouvait alors discerner un animal. Mais par contre, pour les enfants qui n'avaient pas été sages pendant l'année, aux enfants désobéissants, on infligeait une drôle de punition dans le Léon. Si ceux-ci trouvaient dans leurs sabots un sou, le matin de Noël, ils devaient partir pendant 3 jours. Se nourrir le premier jour avec ce sou, puis trouver une ferme qui acceptait de les recevoir. Le deuxième jour, au sein de cette ferme, ils devaient travailler pour gagner leur nourriture et leur abri. Et puis, le troisième jour, ils repartaient ayant reçu leur petit sac avec une miche de pain dedans. Et alors, ils pouvaient regagner le chemin de leur maison. Les enfants indisciplinés des villes n'étaient eux non plus pas plus gâtés, car ils pouvaient parfois trouver dans leurs souliers le matin de Noël un bon vieux martinet. On peut dire que les temps ont bien changé, et heureusement sur certains aspects, genre celui du sou et du martinet. Comme c'est la fin de l'année et que c'est bientôt Noël, je voulais remercier l'anonyme qui me donne un petit tip chaque mois sur Tipeee. Il est temps pour moi à présent de vous laisser. J'espère que vous passerez de belles fêtes et que si c'est une période pénible pour vous, que celle-ci passera très vite. Je vous fais des beaux culs. A fait ta gueule blémeusa.